13h sur les 17 chaînes et stations de Radio Sénégal. Voici le journal. Thierno Diallo. À la une, le coup de colère des jeunes de Grand Yoff contre l'insécurité dans leur zone. Agression, meurtre, basta, ont-ils dit aujourd'hui lors de leur point de presse. Compte rendu dans cette édition Dominique Kama. À Ziguinchor, les 25 personnes arrêtées lors de l'affaire de la forêt de Bafa-Bayotte entament à partir de ce mercredi une grève de la faim. C'est pour dénoncer leur longue détention et exige un procès juste et équitable. Et puis, hausse vertigineuse des cas de Covid-19 aujourd'hui, 171 cas, 107 communautaires. Sur un autre plan, le ministère de la Santé rassure, les 2 vaccins utilisés au Sénégal sont bien homologués par l'OMS. Et puis, l'alerte de l'Ordre national des médecins, une personne établie à Ngaï-Mékhé dit pouvoir guérir des maladies telles que le diabète et l'hypertension artérielle que nenni les autorités compétentes interpellées. Puis, interpellé et l'invité Pedre Sy, le directeur d'exploitation de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Thierno Diallo. Gérard Moïse Ndiaye à la technique. Madame et messieurs, bonjour. Sachez tout d'abord que présentement se déroule à l'Assemblée nationale les débats d'orientation budgétaire qui consacrent la clôture de la session ordinaire unique 2020-2021. Les plénières avaient démarré le 24 juin dernier. Les jeunes de Grand Yoff condamnés dénoncent l'insécurité qui règne dans leur localité, agression, meurtre, cette jeunesse a mal et lancent d'ailleurs un appel aux parents et aux autorités locales pour que tout cela cesse. La marche interdite, les jeunes de Grand Yoff ont tenu un point de presse. Compte rendu Dominique Kama. C'est avec un cœur meurtri et un sentiment d'indignation que la jeunesse de Grand Yoff dénonce avec la dernière énergie l'insécurité notée dans la zone. Insécurité qui s'est dernièrement traduite par le meurtre d'un jeune. On est tous accablés de voir nos jeunes frères, des jeunes je veux dire, même pas âgés de 18 ans, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore majeurs. Ils sont là à s'entretuer pour des trucs inexplicables. On ne peut pas donner d'excuses par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui on est là et tout le peuple de Grand Yoff est là présent pour cette dénonciation. Paul Timothée Sidibé, porte-parole du jour. Il nous manque trop de choses. Et la première chose à dire sur ce, c'est qu'il manque à nos jeunes des références. Parce qu'aujourd'hui, tu vas réveiller un jeune de Grand Yoff, lui demander tu te vois comment d'ici 5 ans. Il te dira rien de spécial. Parce que pour nous jeunes, je vais dire, on est là, on se dit que nos références, ce sont ceux qui sont là, qui réussissent sans pour autant faire d'efforts. Et c'est quelque chose à déplorer. Ces jeunes appellent les parents à plus de vigilance dans la surveillance de leurs enfants. On se doit de laisser ce mouvement corriger nos enfants. Quand je parle de correction, je ne parle pas d'utilisation de force ou pas. Non, on est là, jeunes, regardez-nous, juste de voir nos visages. On ne ressemble pas à des bandits ou à quelque chose comme ça. Il faut montrer que nous, jeunes, on peut réussir sans pour autant passer par ces choses. Et pour ça, il faut laisser nos enfants, surtout les parents, laisser nos enfants fréquenter ces mouvements qui sont là pour le bien de tout le monde, le bien de toute la communauté. Les autorités locales sont également invitées à apporter leur contribution dans cette lutte contre l'insécurité. Vraiment, ce sont des choses qu'on doit éviter. Et ça va commencer maintenant. On appelle tout le monde, mais on ne force personne. Et on n'attend aussi personne par rapport à ça. C'est un combat qu'on a décidé de commencer. Et on va le terminer. On a juste besoin d'appui, mais on n'attend personne. La jeunesse de Grand Yoff n'exclut pas de prendre des initiatives si ces appels ne sont pas entendus. La jeunesse de Grand Yoff vend debout contre l'insécurité qui règne dans la localité. À Ziguinchor, les 25 détenus de l'affaire de la forêt des Bayottes ont entamé aujourd'hui une grève de la faim. Ils dénoncent leur longue détention et exigent un procès juste et équitable. Ils sont emprisonnés depuis janvier 2018 et poursuivis pour 4 chef d'inculpation Yunus Diédiou. Contactés ce matin, les familles des détenus ont confirmé pour le regretter le démarrage effectif de la grève de la faim. On procédé que les 25 détenus incarcérés à la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor veulent utiliser pour dénoncer leur longue détention et exiger la tenue très prochaine d'un procès juste et équitable. Déjà dans la dernière décade du mois d'avril, ils ont entamé une grève similaire avant de l'interrompre suite à la médiation des autorités judiciaires. Pour rappel, lors de la tuerie survenue le 6 janvier 2018 dans la forêt des Bayottes, 14 personnes parties chercher du bois de chauffe ont été assassinées. C'est ainsi que dans le cadre de l'enquête, 25 personnes sont arrêtées puis poursuivies pour 4 chefs d'inculpation, à savoir assassinat, association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d'armes à feu sans autorisation. D'ailleurs, leurs familles tiennent ce matin un point de presse à Toubacouta pour se prononcer sur la question.
Ziguinchor Yunus Yeyou pour Radio Sénégal. Les chiffres du jour des cas de Covid-19 qui inquiètent 171 nouveaux cas, dont 64 contacts et 107 de type communautaire. 11 cas graves en réanimation. Par contre, 75 patients sont déclarés guéris et heureux décès hier. À ce jour, 525 392 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19. Pas de souci à se faire. Les deux vaccins actuellement utilisés au Sénégal, l'AstraZeneca et Sinopharm, sont bel et bien homologués par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit de vaccins bien conformes sur le plan administratif, mais aussi au niveau de l'autorité de régulation. Par conséquent, ils ne pourraient pas faire l'objet de nos reconnaissances de la part d'un quelconque pays. Mariam Mané. Des rumeurs font état de certains vaccins anti-Covid qui ne seraient pas reconnus par certains pays. Le directeur de la prévention, Dr Elhadji Mamadou Ndiaye. Ce n'est pas des informations officielles, mais si informations officielles il y avait également, je pense que le ministère des Affaires étrangères allait nous donner quelques informations par rapport à ces pays. Actuellement, le Sénégal utilise deux vaccins que sont celui d'AstraZeneca et celui de Sinopharm. Dr Ndiaye. Ces deux vaccins sont homologués par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, en tout état de cause, nous ne pouvons être responsables d'un refus quelconque d'un soi-disant pays. Cependant, certains pays peuvent rencontrer des problèmes administratifs par rapport à des vaccins bien définis. Et si jamais c'était le cas, aucun pays n'a intérêt à exiger telle ou telle chose, sinon les autres lui appliquent la réciprocité. Jusqu'ici, rassure le directeur de la prévention, rien ne pourrait relever d'un problème d'homologation ni de validité, encore moins de crédibilité des vaccins. Voilà qui rassure Mariam Mané. L'Ordre national des médecins du Sénégal alerte eu égard aux agissements d'une personne établie à Ngaye Mékhé dans le département de Tivaouane. Elle se targue de pouvoir guérir des maladies telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Aussi demande-t-elle aux patients qui sollicitent ces services d'arrêter leur traitement prescrit par des médecins et d'utiliser des potions. Ainsi, l'Ordre craint des complications de l'état de santé des malades. Le président de l'Ordre national des médecins du Sénégal constate et demande aux autorités compétentes de réagir. Dr Boli Diop, joint par Arona Gaye. Parmi les prérogatives de l'ordre, c'est effectivement veiller à ce que la médecine soit appliquée de façon légale et conventionnelle. Donc si on voit de tels agissements, des gens qui se targuent de pouvoir traiter certaines maladies, notamment l'hypertension et le diabète, même en demandant aux patients d'arrêter leurs médicaments, ceci constitue un grave danger pour les populations et c'est dans notre rôle, en tout cas, et notre prérogative, d'alerter et d'aviser les populations par rapport à de tels agissements pour encore préserver la santé des populations. Alors, il est bien d'avertir, mais également il faut agir. Est-ce qu'à ce niveau, vous êtes en train de faire des démarches pour que cette question soit réglée définitivement? Dans ce cadre, nous travaillons aussi avec les autorités judiciaires, avec preuve à l'appui, pour que de telles personnes ne puissent plus en tout cas nuire à la santé des populations. Et il y a tout un programme qui va être mis en place pour assainir l'exercice de la médecine, mais pour assainir la profession. Ces genres de personnes, ça fait légion dans le pays, au niveau de la bande FM, au niveau donc des télévisions, mais également elles ont pignon sur rue avec n'importe quel produit. Le chantier doit être énorme quand même, docteur. On a fait le constat, on a fait le diagnostic et on a en tout cas élaboré ce plan stratégique. Et parmi l'un des axes, c'est effectivement d'assainir la profession. Je pense qu'on a même commencé parce que l'ordre a sorti un communiqué adressé au CNRA pour aussi que les personnes qui agissent à travers aussi les médias, qu'on puisse les rappeler à l'ordre, les personnes elles-mêmes, mais aussi les organes qui leur offrent ces tribunes. Et rassurez-vous, l'ordre est en train d'œuvrer pour garantir un assainissement du milieu de soins. Dr Boli Diop, le président de l'Ordre national des médecins du Sénégal, qui alerte eu égard aux agissements d'une personne établie à Ngaye Mékhé, c'est dans le département de Tivaouane. Elle se targue de pouvoir guérir des maladies telles que le diabète et l'hypertension artérielle. 37 postes de santé de la région de Matam bénéficient de la campagne nationale d'aspersion intra-domiciliaire, laquelle a démarré hier, se poursuit jusqu'au 13 février 2022. Les districts sanitaires de Matam, Kanel et de Ranérou sont concernés par cette campagne qui vise l'élimination du paludisme. Ranérou, justement déclaré donc zone rouge. Le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme, Doudou Sène, au micro de Alioune Tall. La campagne des aspersions intradomiciliaires entre dans le cadre global des stratégies que nous menons à travers le pays et particulièrement dans la zone nord du pays, avec l'appui du financement de la Banque islamique de développement pour un projet qui dure 3 ans. Et c'est dans ce sens que depuis 2019 à nos jours, chaque année nous menons une campagne d'aspersion intradomiciliaire. Il s'agit
de pulvériser des insecticides à effet rémanent, c'est-à-dire à longue durée, pour permettre d'éliminer les moustiques qui sont responsables de la transmission du paludisme. Pourquoi Ranérou a été choisi? Parce que Ranérou, vous savez qu'il constitue quand même la zone rouge dans la zone verte. Quand on parle de la zone verte, c'est que c'est une zone où l'incidence du paludisme est inférieure à 5 pour 1000. Et donc, quand vous regardez bien la carte que nous avons l'habitude de partager, l'incidence du paludisme dans l'ensemble de la région de Matam tourne autour de moins 5%. Mais quand tu vas à l'intérieur de la région de Matam, on se rend compte que les districts de Ranérou, pour les 19 postes de santé, pour le district de Kanel, pour les 22 sur les 40 et quelques postes, constituent quand même des zones à hotspot, c'est-à-dire des zones où le paludisme reste encore à des incidences supérieures à la moyenne de la région. C'est dans ce sens que nous avons voulu, dans le cadre de cette stratégie d'aspersion intradomiciliaire, accélérer le pas pour colorer ces districts-là et ces postes de santé-là vers le vert, c'est-à-dire les ramener à des incidences inférieures à la moyenne régionale, pour ensuite, avec toute la région, aller vers l'élimination définitive du paludisme à l'horizon 2030. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu marquer ce coup-là en venant ici à Ranérou, mais également sensibiliser les populations. Doudou Sen, le coordinateur du PNLP, le programme national de lutte contre le paludisme. L'hivernage qui commence à s'installer, mais la psychose des maladies liées à cette saison trouble déjà le sommeil des populations plus longtemps, car le service national d'hygiène a élaboré un plan d'action qui sera bientôt mis en œuvre. Mais ici à Dakar, le service départemental est en train de dérouler l'opération dénommée Fagarou. En quoi consiste-t-elle? Réponse du responsable de la communication du service d'hygiène, Moustapha Khan, est joint par Ousmane Beng. À Dakar, on avait constaté que les gens déposaient énormément de gravats dans les rues et ruelles et ça entrave la circulation de l'eau, des précipitations, de telle sorte que ça pouvait être des gîtes larvaires et nous avons renforcé les activités pour contrôler le dépôt de gravats. Le plan Fagarou, faire en sorte qu'on ne puisse pas déposer quelque chose dans la voie publique qui puisse être des obstacles pour une bonne circulation de l'eau parce que souvent c'est ça qui constitue un problème. Nous travaillons aussi en collaboration avec le PNLP, le programme national de lutte contre le paludisme. Il y a des programmes d'aspersion intradomiciliaire dans certains districts. L'école en question d'école. Dans ses productions littéraires, Elgas offre une radioscopie crue de la société. Une audace, une brutalité qui présente la réalité dans sa splendeur. Ce natif de Saint-Louis, ayant grandi à Ziguinchor, ose des sujets souvent considérés tabous. Radio Sénégal International 92.5 pose les débats. Après Un Dieu et des mœurs, ce journaliste, écrivain et docteur en sociologie vient de publier Mal Noir, son premier roman aux éditions Ovadia. Elgas, au tableau de École en question, c'est ce mercredi 30 juin 2021 de 15h05 à 16h sur Radio Sénégal International 92.5 avec Arona Diouf. L'école en question d'école, Radio Sénégal International fait la lumière. 13h, 13 minutes, 13 secondes. Initialement prévu le 17 juin dernier, les épreuves du baccalauréat technique démarrent demain, 1er juillet. Cette année, 3584 candidats vont composer sur toute l'étendue du territoire. Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de l'examen, selon le directeur de l'office du bac, le professeur Sosenia, est joint par Arona Diouf. Nous avons donc mis en place les jurys depuis le mois de février. Nous avons finalisé ça et envoyé les convocations aux élèves. C'est vrai qu'après, il y a eu le changement de date de démarrage qui était initialement prévu le 17 juin, qui maintenant a été reporté jusqu'au 1er juillet, donc demain. Mais pour le reste, je pense que les conditions sont les mêmes. Maintenant, est-ce qu'il y a des conditions particulières vu que la COVID-19 est toujours là? Oui, les conditions particulières donc, sont celles qui sont appliquées dans les écoles pour leur fonctionnement. Donc je pense que nous allons être dans cette continuité-là. Maintenant, pour ce qui est de l'organisation, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Le nombre d'élèves qui vont passer cet examen, c'est le baccalauréat technique. Je pense que le nombre d'élèves depuis quelques années, c'est autour de 3500. Et cette année, c'est exactement donc 3584 élèves qui vont passer ce bac. Et 2800 sont dans la série STRG, les 200 sont dans la série G, et les autres, c'est la série F7, F6, T1 et T2. Et ces élèves-là, ils sont partis à travers tout le pays, sauf 4 académies, c'est-à-dire
la région de Kaffrine, la région de Sédhiou, la région de Matam et de Louga. Dans ces régions-là, il n'y a pas de candidat du bac technique. Voilà, le bac technique qui démarre demain 1er juillet. À Fatick, les producteurs ont déjà commencé à semer l'arachide, mais les directeurs régionaux du développement rural leur demandent de tenir compte des prévisions météo et des longues pauses pluviométriques. C'est pour sécuriser les semis. S'agissant de la culture du riz, la région se fait de plus en plus distinguer avec plus de 17 000 tonnes de riz, pas dit rien qu'en 2020, Tida Sané. L'hivernage s'est bien installé à Fatick. Les paysans ont labouré les champs et certains d'entre eux ont même semé. Mais avec les pauses pluviométriques notées, le DRDR se veut prudent. Mamadou Badiane, directeur régional du développement rural. Comme nous disons, maintenant parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de semer, mais de sécuriser les semis. Cela veut dire quoi? En termes simples, si on vous dit, si vous avez une pluie de 25 mm d'un seul coup, vous pouvez semer l'arachide et même les autres, ce qu'on appelle les espèces diverses, le maïs, le sorgho, le nieb. Pour autant, on vous dit pour sécuriser, parce que comme vous avez l'information qu'il se peut qu'il y ait des pauses après, il vaut mieux laisser, c'est en tout cas préférable d'avoir 2 pluies de 20, ça vous fait 40, ou bien en tout cas avoir quelque chose, 40 mm et plus, c'est plus sécurisant que d'avoir une seule pluie de 30 mm et de semer l'arachide. Ici, la mise en place des semences et engrais est presque effective. À la date du 24, déjà, pour l'arachide, on est à 98,51% de mise en place. Pour engrais arachide, moins 6,20, on a déjà reçu 843 tonnes pour l'arachide. Pour l'engrais, 1000 sorgho, 15, 10, 10, 30 tonnes. Cette année encore, la région s'attend à de bons rendements agricoles, notamment dans le domaine de la culture du riz. Mamadou Badiane. En 2019-2020, l'année d'avant, on était à 9780 tonnes. Donc on est passé de 9780 tonnes en 2019-2020 à 17 191 tonnes en 2020-2021. Donc vous voyez le bon qu'on a fait. Donc ça veut dire que la production risicole a de l'avenir à Fatick. Malgré le fait qu'on a une contrainte majeure qui est là, qu'on appelle le CEP. Il y a des techniques, ce qu'on appelle les bonnes pratiques culturelles, telles que les amendements minéraux organiques, qui sont utilisés avec les variétés aussi tolérantes au sel, qui sont mises au point par l'ISRA. Tida Sané, Fatick, Radio Sénégal. Merci Tida Sané. Le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises met en place à Kaolack le cadre régional de commercialisation des produits agricoles. Ce cadre donc permettre de mieux commercialiser l'arachide, le mil ou le maïs, une commercialisation qui pose souvent problème et qui a été soulignée lors du comité régional de développement présidé par Aminata Assom Diatta. On fait le point avec Daouda Badiane. C'est parce que les productions agricoles comme l'arachide, le mil et le maïs, entre autres, dans le bassin agricole, ont un réel impact sur la valeur ajoutée de notre économie que le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises accorde un grand intérêt à leur commercialisation. Le ministre Aminata Assom Diatta. Les efforts consentis par l'État du Sénégal et ses partenaires depuis plusieurs années ont amélioré de manière significative les productions agricoles. Ces résultats globalement satisfaisants s'expliquent en partie par l'accompagnement de l'État à travers des subventions sur les semences et les engrais, le suivi du conseil agricole et les mesures prises dans le cadre de la commercialisation et de la régulation du marché des produits agricoles. Malheureusement, on note toujours des pertes post-récolte. Vous conviendrez donc avec moi que dans un tel contexte, une approche beaucoup plus inclusive, participative, mais aussi anticipatrice est nécessaire. C'est pourquoi j'ai décidé de redynamiser le cadre national de commercialisation des productions agricoles, institué par le décret numéro 2010-891 du 30 juin 2010. Dans la région de Kaolack, les filières arachides, tout comme les autres spéculations mil, maïs, occupent une place centrale suffisante pour que le régional du service de commerce apporte des éclaircissements sur leur commercialisation. Le commissaire aux enquêtes économiques, Mamoudou Kamara. Par rapport à l'arachide, la principale difficulté, à mon avis, c'est le décret 85-178, qui est un décret qui a été élaboré dans la période de monopole et qui continue de subsister durant la période de libéralisation. Donc, ce qui pose énormément de problèmes. Les huiliers vous diront qu'ils ont énormément de problèmes pour avoir de la matière première parce que la production est principalement exportée. Les opérateurs privés stockeurs vous parleront par exemple de la concurrence déloyale que mènent les exportateurs au niveau des points de collecte. Et les exportateurs aussi ont énormément de difficultés, c'est surtout par rapport au décret 85-178 qui principalement organisait le secteur en temps de monopole. Donc c'est vraiment des problèmes à revoir. Daouda Badiane, Kaolack,
Radio Sénégal. Merci Dandoulaye Badiane. L'ancien gouverneur de Dakar, Maham Diallo, n'est plus. Il est décédé hier à Dakar. Le président du conseil d'administration de Dakar, Demdik, sera inhumé à Ndioum, dans sa ville natale. Et puis, ce triste souvenir également, le 30 juin 2010, il y a 11 ans, était rappelé à Dieu Serigne Bara Mbacké, celui qui avait succédé à Serigne Saliou Mbacké après sa disparition en 2007. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a gagné hier à Abidjan après moins de 48 heures passées dans sa région natale de l'ouest du pays. Ce passage de Mama a marqué une nouvelle étape de sa réinstallation dans le jeu politique ivoirien. Enfin, la région du Tigré en pleine recomposition après une offensive menée par les rebelles tigréens. Ils ont récupéré la capitale provinciale Mekele et les autres villes de la région. Le gouvernement fédéral a annoncé un cessez-le-feu unilatéral, mais pour l'instant, toujours ignoré par les forces tigréennes. Radio Sénégal, les sports. Bonjour Tierno. Bonjour Tierno. Le club de Pikine Handi Basket n'a toujours pas bouclé son budget pour la finale de vendredi prochain à Marius Ndiaye. Oui, à 48 heures de sa finale, le tenant du titre plutôt n'a pas encore bouclé son budget de 2 millions pour l'organisation de sa finale face à Dakar Plateau. Les joueurs et les supporters se mobilisent malgré l'absence de moyens. Aucune autorité de la ville n'a apporté son soutien au club de Pikine Handi Basket Club à Ndiaye Diouf. Pikine Handi Basket Club en pleine préparation. L'effectif se donne rendez-vous chaque jour à Alassane Djigo. Le tenant du titre est conscient des enjeux de la finale. Elhadji Matar Diallo, capitaine de Pikine Handi Basket Club. On sait ce qui nous attend, ça ne sera pas facile. Plateau, c'est une très grande équipe quand même, il faut le reconnaître. Mais nous aussi, on connaît nos capacités, on sait ce qu'on peut faire et on sait qu'on a la possibilité de réaliser un bon résultat. L'équipe a réalisé une très bonne saison cette année. Pour Cheikh Ndiaye, le président, c'est un carton plein. On a joué 6 matchs, 3 phases aller, 3 phases retour. On a gagné tous nos matchs. Mais le grand problème du club persiste, les moyens financiers. L'équipe n'a aucun soutien, ce que déplore le président. Sur le plan financier, on a des difficultés. À part la subvention annuelle de la mairie-ville, on n'a reçu aucun soutien, alors qu'on a sollicité toutes les autorités locales du département. Le budget global de la finale est de 2 millions. Le 6e joueur, c'est important pour gagner une finale. Le capitaine lance un appel aux supporters. C'est à Marius Ndiaye, avec l'ambiance qu'on aura sur place, ça peut nous galvaniser davantage. Donc on profite de l'occasion pour appeler tous les Pikinois et les Pikinoises donc, de venir nous supporter et nous galvaniser pour revenir avec le trophée. La finale se joue ce vendredi 2 juillet au stadium Marius Ndiaye, RTS banlieue. Alingaye Diouf. Merci Alingaye Diouf. Tierno, rugby, le Sénégal participe à la Rugby Africa Cup au Kenya. Oui, la délégation a quitté hier Dakar pour rallier Nairobi qui abrite la poule B. 25 joueurs ont été convoqués dont 7 locaux. Les expatriés vont rejoindre le groupe aujourd'hui. Le deuxième tour de la Rugby Africa Cup se joue en 4 poules de 3 équipes chacune. Les autres lieux sont la Namibie, l'Ouganda et la Tunisie. Les 2 meilleurs de chaque poule vont disputer le 3e et dernier tour de la Rugby Africa Cup en 2022. Kenya, le pays de Jomo Kenyatta. Football Euro 2020, l'Angleterre et l'Ukraine ont complété hier le tableau complet des quarts de finale. Tout à fait, après les victoires anglaises 2-0 devant l'Allemagne. On rappelle que Raheem Sterling a marqué 15 buts lors de ses 20 dernières apparitions avec l'Angleterre. Et le deuxième but a été l'auteur du capitaine de Three Lions, Harry Kane, qui a inscrit son 35e but en sélection. Et puis en deuxième heure, l'Ukraine, grâce au but de Zichenko et de Dovbyk, ont gagné la Suède sur le score de 2-1. Et puis on retrouve le tableau complet de ces quarts de finale qui débutent vendredi 2 juillet et se poursuivront jusqu'au lendemain, c'est-à-dire le samedi 3 juillet. Et le vendredi, Suisse, Espagne, Belgique, Italie. Samedi, où on aura donc République tchèque, Danemark, Ukraine, Angleterre. Les demi-finales sont prévues les 6 et 7 juillet 2021 à Londres. Merci Tierno Souleymane Diallo. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction.
L'Office national de l'assainissement du Sénégal a démarré depuis des mois les opérations de curage et d'entretien des caniveaux. C'est pour éviter les inondations en période d'hivernage, bien sûr. Pour parler plus amplement des dispositions prises par l'ONAS, Betty Diawara reçoit comme invité Pedre Sy, c'est le directeur d'exploitation de l'ONAS Entretien. Nous sommes avec Pedre Sy, directeur de l'exploitation de l'ONAS. Quel dispositif l'Office a mis en place pour éviter les inondations? Nous avons commencé à Dakar depuis le 14 avril le curage de tout ce qui est canaux et ouvrages d'évacuation des eaux de pluie. Pour les régions, on a commencé depuis le 20 mai aussi pour faire les opérations de curage dans toutes les régions où nous disposons d'un réseau. En plus des réseaux aussi, on a plus de 70 stations de pompage d'eau pluviale. Ces stations aussi ont fait l'objet d'entretien, de nettoyage, de tout ce qui est révision, de tout ce qui est équipement. Donc ces stations aussi sont prêtes à fonctionner. Et nous avons aussi un personnel qui est sur ces sites-là 24 heures sur 24 pour la surveillance et pour la mise en service. Et en plus de ça, nous avons ce qu'on appelle des équipes mobiles. Se déplacent pendant la pluie maintenant pour voir là où on a des problèmes pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Que prévoit l'ONAS pour les points sensibles comme le boulevard du Centenaire et le rond-point de la RTS? On a un certain nombre de points noirs à Dakar. On a ce qu'on appelle une gestion de proximité qui s'est faite. On a là-bas du personnel dans un point là, 24 heures sur 24, qui aide maintenant à faire un dégrillage, à enlever tout ce qui est détruit pour permettre une bonne évacuation maintenant des eaux de pluie. On constate que les caniveaux font office de dépotoir, surtout après la fête de Tabaski. Des peaux de moutons, toutes sortes d'ordures remplissent ces infrastructures. Quelle solution pour juguler ces désagréments? L'une des solutions, c'est d'abord les opérations de curage que nous faisons pour permettre une bonne évacuation des eaux. Nous avons commencé depuis très longtemps. Et puis effectivement, l'autre solution, c'est une sensibilisation des populations, des communes, que les gens sachent que les ouvrages d'eau pluviale, ce sont des ouvrages destinés à protéger les populations contre les inondations. Maintenant, si ces ouvrages sont utilisés comme dépotoirs d'ordures, ça pose énormément de problèmes. D'autant plus que nous avons presque adressé des courriers à l'ensemble des maires pour leur demander de désensabler la voirie. Et deuxièmement aussi, que le ramassage des ordures ménagères se fasse normalement pour éviter qu'on soit confronté à des problèmes. Maintenant, il faut une sensibilisation et c'est ça aussi nous l'avons fait. C'est ça même qui a été à l'origine du séminaire qu'on a organisé avec la presse donc la semaine passée pour aussi les sensibiliser sur les bonnes pratiques et qu'ils puissent aussi servir de relais auprès des populations. Est-ce que l'ONAS a les moyens de sa politique pour faire face à la récurrence des inondations? Chaque mois, on nous alloue maintenant un budget qui nous permet vraiment de pouvoir faire nos opérations d'entretien et de curage normalement. Maintenant, il y a toujours des besoins supplémentaires pour prendre en charge tout ce qu'on doit faire. Mais on essaie autant que possible d'optimiser le budget qu'on donne maintenant pour faire le maximum de ce qui est nécessaire pour que les populations puissent passer maintenant un bon hivernage. Que faire pour venir à bout de la récurrence des inondations? Ce sont les infrastructures qui vont permettre une atténuation. Mais dire qu'il n'y aura plus d'inondation, ça je pense que c'est impossible parce que tant qu'il y aura le phénomène des changements climatiques, on va être confronté à des problèmes. Mais le plus important, c'est de disposer d'ouvrages comme ce qu'on est en train de faire dans le cadre du programme national de lutte contre ces inondations. Vous voyez que ces ouvrages-là qu'on a mis en place nous ont permis d'atténuer les inondations et même de régler les inondations dans certaines zones. Donc, c'est des investissements structurants qu'il faut mettre en œuvre, qu'il faut faire maintenant pour pouvoir atténuer ces phénomènes-là et lutter efficacement contre les inondations. Pedre Sy, directeur de l'exploitation de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, Radio Sénégal, vous remercie. Radio Sénégal, la revue de presse. Aaron Diouf. Macky Sall inaugure 2 hauts lieux du savoir à Diamniadio et Thiès. Le quotidien national rapporte ses propos en une. Le chef de l'État pour qui, je cite, l'ISEP est un modèle séduisant. Mais cette visite du président de la République à Thiès hier, les confrères apparemment préfèrent s'attarder sur cette forte mobilisation aux couleurs orange et marron beige, comme le souligne du reste Vox Populi. Macky Sall à Thiès, où il a procédé à l'inauguration d'un pôle emploi entrepreneuriat et d'un institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP. Sur place, il a promis, rapporte l'Observateur, de relancer le chemin de fer Dakar-Thiès Tambacounda. Mon confrère de Futur Média sur cette ambiance avec Macky Sall, il dit
est le fameux poignée au lait Gloria au président du Conseil économique, social et environnemental, un théoricien du Mburu Aksow Macky Sall dira rapporte critique à haute et intelligible voit sa satisfaction du compagnonnage politique. Poignée bi nerna dira-t-il à l'endroit du président du conseil départemental de Thiès, ajoutant que c'est d'autant plus succulent que le lait Gloria est venu s'y ajouter. Macky amul morom ben Lafi, s'exclame le biétiste du quotidien. En effet, sucre salé dans sa tasse au quotidien pour qui le Mburu Aksow est peut-être l'un des mots-clés qui revient le plus dans le vocabulaire politique. Jusqu'ici, c'est son auteur, le leader de Rewmi, qui sont délectés depuis son installation au Conseil économique, social et environnemental. Mais hier, dans son fief, c'est Macky Sall lui-même qui s'y est mis pour dire, reprend l'analyste de Vox Populi, que le président sénégalais entame lentement, mais sûrement une reprise en main de l'espace sociopolitique. Oui, Macky Sall, en bon stratège, analyse Al-Kham a joué sur tous les temps. Il a commencé, explique mon confrère, par celui du repli pour encaisser le coup que lui ont porté ses opposants. Il a temporisé, activé tous les leviers possibles pour amortir le choc. Et pendant que ces traqueurs s'assoupissaient après les fortes doses de somnifères qui leur ont été inoculées, voilà que celui qu'on a fublé du sobriquet lion qui dort semble s'être définitivement réveillé depuis les sanglants événements de février-mars dernier. Et que fait le lion quand il se réveille, se demande Vox Populi. Il part à la chasse de quoi se repaître. Et là, vous comprendrez, écrit enfin le journal, pourquoi Macky Sall ne tient plus sur place. Et à ce point, c'est qu'ils sont, lui, et il dit, Sall préfère, reprend sucré salé, y ajouter du Gloria, joli pub, s'exclame le quotidien, seulement avec ce que mon confrère biétiste de Avenir Communication qualifie ironiquement de comédie politique. Vraiment, les politiques amuñu morom ben lañ fi. Le rappel de la une, le coup de colère des jeunes de Grand Yoff contre l'insécurité dans leur zone, agression, meurtre, basta, ont-ils dit aujourd'hui lors de leur point de presse. Et puis à Ziguinchor, les 25 personnes arrêtées lors de l'affaire de la forêt de Bafa-Bayotte entament à partir de ce mercredi une grève de la faim. C'est pour dénoncer leur longue détention et exigent un procès juste et équitable. Et puis, hausse vertigineuse des cas de Covid-19 aujourd'hui, 171 cas, 107 de type communautaire. Et puis, l'alerte de l'Ordre national des médecins, une personne établie à Ngaye Mékhé dit pouvoir guérir des maladies telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Que nenni les autorités compétentes interpellées. Journal réalisé par Papa Malick Ndao, Momar Khadafi Diakhaté, à la technique Gérard Moïse Ndiaye, Marie-Claire Serro, CDM Amadou Ndiaye, coordination Arona Gaye, Demba Malik Mbodj. Merci d'avoir suivi tout de suite les infos en langue nationale.